Bonsoir chers téléspectateurs, c'est un plaisir renouvelé de vous savoir nombreux en face de votre petit écran. Merci de m'ouvrir les portes de votre maison pour parler de famille. Aujourd'hui, nous allons parler de bonne ou mauvaise famille. Nous allons essayer de parcourir un certain nombre d'éléments, de critères qui permettent de définir une bonne famille ou une mauvaise famille. Et la question à la fin sera, êtes-vous une bonne famille ou êtes-vous une mauvaise famille? Et comme d'habitude, l'émission est une émission interactive. Vous avez la possibilité d'intervenir à cette émission en envoyant des messages SMS ou alors en appelant en direct. Et tous ces messages ou les appels en direct seront pris en compte à partir de la deuxième partie de l'émission. Donc dès maintenant, si vous voulez contribuer à l'émission, la ligne est ouverte uniquement par SMS et vous pouvez les envoyer dès maintenant. Nous allons essayer de voir qu'est-ce qui caractérise une bonne famille et qu'est-ce qui caractérise une mauvaise famille. Il est bon et il est de bon ton que nous commencions par parler de ce qui ne va pas avant d'arriver à ce qui va. Il est bon que nous commencions notre émission aujourd'hui par parler des choses qui ne vont pas dans les familles. C'est-à-dire, quand on parle d'une mauvaise famille, qu'est-ce qu'on trouve dans une famille qui n'est pas bonne, dans une famille qui est mauvaise? Alors la première chose dans une famille mauvaise, c'est qu'il n'y a pas d'esprit de famille. L'esprit de famille, c'est cette mentalité qui caractérise tous les membres de la famille, cette pensée, cette vision qui converge vers un but commun, vers un futur commun qui est partagé par tout le monde. De moins en moins, on trouve ce genre de famille dans notre société. Mais nous allons essayer de voir qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui fait que cet esprit de famille, qui fait que tout le monde œuvre pour le développement de la famille, que cet esprit soit parti. Alors la première chose qu'il faut voir, c'est que dans les familles qui ne sont pas bonnes, dans les mauvaises familles, les ambitions personnelles sont prioritaires. C'est-à-dire que papa a son ambition personnelle, maman a son ambition personnelle, les enfants même ont leur ambition personnelle, ceux qui sont élevés à la maison ont leur ambition personnelle et chacun fonctionne en fonction de ses propres convenances. L'un va poursuivre sa carrière et travailler pour sa carrière comme si tout dépendait uniquement de sa carrière. L'autre va poursuivre ses études et travailler pour ses études comme si tout dépendait uniquement de ses études. Rien de convergent, rien d'ensemble. Tous, chacun se débrouillant, chacun suivant sa propre voie, chacun étant errant, comme dit la parole, et suivant sa propre voie. Dernièrement, je rencontre un jeune couple de fiancés qui vont se marier bientôt, peut-être qu'ils nous regardent même en ce moment. Et quand j'interroge le monsieur, il est en train de faire un certain nombre de choses. Il a un métier qui le passionne. J'interroge la jeune femme, elle a aussi un métier qui le passionne et il est très difficile de voir ce qui lie les deux en termes de métier. Et dans le partage que nous avons eu, ils ont finalement compris qu'il faut un esprit. Il faut un esprit qui les caractérise, il faut une vision qui les caractérise, il faut un point d'intersection entre leurs deux ambitions. Il faut qu'il y ait quelque chose en commun. Donc dans ce genre de famille, l'ambition personnelle est prioritaire. C'est-à-dire quand on veut réfléchir, on commence d'abord par penser à soi. On commence d'abord par mettre sa part de côté. Et deuxième chose aussi qu'on peut trouver dans les familles qui sont dites mauvaises, c'est que l'argent est le maître. L'argent dirige. Celui qui a l'argent est le patron. Celui qui a l'argent est celui qui dicte les ordres. L'argent est ce qui motive. L'argent est ce qui explique les attitudes et les raisonnements. L'argent est tout simplement, comme j'ai dit au début, le maître. La place de l'argent est une place de maître. On met l'argent comme celui qui doit diriger. C'est pour ça que vous allez voir dans une famille où un petit enfant qui gagne de l'argent va dicter les ordres à ses parents. Un petit enfant, parce qu'il a un peu d'argent, va décider de ce qu'on doit faire ou ne pas faire. L'argent maître. Et vous allez voir des parents soumis à leur petit enfant parce qu'il a de l'argent. Vous allez voir des parents soumis à leur petit enfant parce qu'il peut débloquer une situation matériellement. Dans ce genre de famille, le succès public est ce qui compte. C'est-à-dire la manière dont on voit les gens à l'extérieur, dans leur habillement, on soigne l'image, on essaie d'être beau extérieurement. Les objectifs sont toujours en termes de comment les autres me voient, toujours en termes de comment les voisins pensent de nous. Et vous allez voir donc dans ce genre de famille, il y a une espèce de cohésion, de cohérence, d'amour qui est superficielle. C'est-à-dire que si vous allez rendre visite à ce genre de famille, vous aurez l'impression que tout va bien. On va vous recevoir dans des conditions extraordinaires. Vous allez trouver des enfants qui jouent. Vous allez trouver papa et maman qui s'amusent entre eux. Mais
On appelle ça le succès public parce que, en réalité, dès que vous sortez de là, ou alors dès que vous évoquez un genre de sujet, vous vous rendez très vite compte qu'il y a une façon de se comporter parce qu'il y a un étranger qui est différente de la façon dont on se comporte quand on est ensemble à la maison. Dans ce genre de famille, il n'y a pas de tradition. Il n'y a pas de tradition. Il n'y a pas de tradition de fête. Il n'y a pas de tradition de vacances. Il n'y a pas une tradition de naissance. Il n'y a pas de tradition. Il n'y a rien qui permette de dire que nous sommes ensemble. Il n'y a rien qui permette qu'on dise que chaque 25 décembre, voilà ce que nous faisons. Chaque Pâques, voilà ce que nous faisons. Chaque congé de ceci, voilà ce que nous faisons. En cas de décès, comment la famille se comporte. J'ai dit la famille, pas chaque membre de la famille. Donc dans ce genre de famille, on va constater que la famille d'origine, puisqu'on parle de famille, la famille d'origine reste maître de la micro-famille. Je m'explique. La famille d'origine va être celle qui domine la famille qui se constitue. C'est-à-dire que les familles restent attachées à leur famille d'origine. Madame va être attachée à son père et à sa mère. Monsieur va être attaché à son père et sa mère. Et il va régner dans ce genre de famille une espèce de cacophonie liée au fait que les deux conjoints n'expriment pas par rapport à leur famille d'origine leur autonomie, leur capacité à fonctionner seuls. Or, il est important, et on va le voir dans le cadre des bonnes familles, que la famille d'origine garde une distance raisonnable pour permettre à la jeune famille de pouvoir se développer, de mûrir, de se muscler et de pouvoir fonctionner seule. La place du mari dans les familles mauvaises. Le mari dans une famille mauvaise est un chef supérieur, c'est un chef suprême. C'est-à-dire qu'il est surtout là pour donner les ordres. C'est ça, sa chefferie, donner des ordres. Il est surtout là pour être servi. Il est surtout là pour que les autres travaillent pour lui. C'est un vrai chef supérieur, comme on dit dans les chefferies supérieures. Il est là pour être vraiment le patron. Le patron dans le sens le plus strict du terme. Le patron qui ne sait rien faire, mais qui se laisse plutôt entretenir. Et l'épouse, dans ce genre de contexte aussi, est une véritable suiveuse, aveugle, c'est-à-dire qui ne réfléchit pas. C'est-à-dire que c'est comme si son cerveau ne lui sert à rien. Elle est seulement là pour suivre là où il va. Elle est une vraie passoire. Le mari décide de ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Il peut décider qu'on déménage. Il faut seulement déménager. Elle va déménager avec lui. Elle ne fait rien que d'être une suiveuse. Dans ce genre de famille, les enfants sont devenus pour les parents la gloire personnelle, l'investissement. Chacun pense que je vais investir sur mon enfant pour que quand je serai vieux, qu'il puisse me rapporter quelque chose. On va voir tout à l'heure que ce n'est pas ce qui est prévu. Ce n'est pas aux enfants d'accumuler pour leurs parents. C'est aux parents d'accumuler pour leurs enfants. Faisons très attention à ça. Il y a aussi, dans ce genre de famille, la mentalité mauvaise des enfants. Ces enfants prennent leurs parents pour la trésorerie. Ces enfants pensent que leurs parents, c'est la banque. Ces enfants pensent que le parent est là seulement pour subvenir à leurs besoins. Ils n'obéissent pas aux parents, ils n'aident pas les parents, ils n'assistent pas les parents. Ils ne sont pas dans l'esprit de la famille, mais ils sont seulement dans l'esprit de la caisse de distributeur de billets vers lequel ils vont toujours aller poser leurs problèmes, aller poser leurs problèmes, aller poser leurs problèmes. Et dans ce genre de famille, le père et la mère ne voient les enfants que quand il y a un problème. C'est-à-dire les enfants n'aident personne. Il ne peut pas en passant voir la paire de chaussures de son père qui traîne par terre et aller la cirer, aller la brosser ou aller nettoyer. Ça ne passe même pas dans son esprit. Ce qui passe dans son esprit, c'est que si j'ai une difficulté, mon père est là, il va subvenir aux besoins. Le père est là pour subvenir aux besoins, mais le père a besoin de voir des enfants obéissants, des enfants qui contribuent, des enfants qui ont une tâche et un rôle qu'ils assument à la maison. Dans ce genre de famille, on va continuer à dire l'amour est très conditionné. C'est-à-dire l'amour dépend de ce que l'autre fait pour toi. Si l'autre est gentil avec toi et t'a donné son morceau de viande, là tu l'aimes. Si l'autre est difficile avec toi, tu ne l'aimes plus parce que cet amour il dépend de ce que l'autre fait ou ne fait pas. Il y a aussi, on va voir ça dans leurs émotions, une mauvaise gestion des émotions. Les émotions sont très mal gérées par les parents, par les enfants. Vous allez voir que les sentiments comme la colère sont développés. Il y a les bagarres entre les enfants, il y a les bagarres entre les parents. On gronde par-ci, on engueule par-là, on insulte par-là. Parce qu'en réalité, la famille n'est pas bonne.
parce que la famille est mauvaise. Dans une famille mauvaise, il y a beaucoup d'amertume. Les gens se détestent. Les gens sont frustrés. Ils sont tout le temps frustrés. Il y a même la convoitise. Quand on voit son frère réussir, on n'est pas tranquille dans son cœur parce que la famille est mauvaise. Voilà les choses qu'on trouve dans les familles mauvaises. Dans les familles mauvaises, on va voir que comme on n'a pas un objectif à atteindre, on réagit en fonction des circonstances. C'est en fonction des moyens. C'est en fonction de la conjoncture qu'on va décider d'aller à droite ou d'aller à gauche. On va aussi voir que la responsabilité de chacun est optionnelle. On ne fait que quand on veut. On ne fait pas parce que c'est obligé. Personne ne s'oblige à être au service de l'autre. Personne ne s'oblige à réaliser un rôle précis. Personne ne s'oblige en général. Personne ne s'oblige du tout. Et la maison est un dortoir pour tout le monde. Tout le monde vient à la maison simplement pour dormir. Voilà un peu des éléments sur les mauvaises familles. Je vais continuer en attendant de recevoir quelques messages que je vais pouvoir lire au sujet des mauvaises familles. La famille va subir aussi, quand elle est mauvaise, elle est exposée pour subir la pression du travail. Elle est exposée pour subir les pressions sociales. Elle est exposée pour être fragile face à la pression de la religion, de toutes ces tendances religieuses qui se baladent dans la ville. Parce qu'elle n'est pas bonne, elle n'a pas le fondement, elle n'a pas la base, elle n'a pas la solidité qu'il faut pour résister. Et c'est pour cela que dans ce genre de famille, papa va subir le diktat de son métier. Maman va subir le diktat de la course vers sa carrière. Les enfants vont subir le diktat des études. Et personne ne sera là pour la famille. Le temps ne sera jamais programmé. On ne va jamais dire tel jour, telle heure, c'est pour la famille. Non, on ne va se retrouver en famille que parce qu'on est obligé d'y dormir là-bas ou parce qu'on est obligé de manger là-bas. Combien de familles qui nous regardent aujourd'hui sont des bonnes familles? Combien de familles qui nous regardent aujourd'hui en matière de gestion du temps, à programmer un moment pour le repas? Combien de familles décident que chaque soir, tout le monde mange à table à 21 heures? Combien de familles? Pourquoi? Parce que tout le monde subit le diktat de la carrière. Tout le monde subit le diktat des opportunités. Tout le monde subit le diktat de la profession. Du coup, il n'y a plus moyen de pouvoir dire qu'à 21 heures, c'est le repas de famille. Il n'y a plus moyen de dire que tôt le matin, petit déjeuner en famille avant de sortir. Parce que nous tous, nous subissons ce diktat-là. Le temps n'est pas programmé. Les moments de qualité sont rares. Les moments de qualité sont tellement rares qu'ils ne sont même pas inexistants, tout simplement. Les moments de qualité, c'est des moments où on peut s'apprécier, on peut s'amuser, on peut rire à la maison. La télévision a pris le centre de la maison. C'est la télévision qui devient celui qui dicte les choses aux gens à la maison. Si les gens doivent se parler, c'est au travers de la télévision qu'ils se parlent. C'est au travers de WhatsApp qu'ils se parlent. C'est au travers de Facebook qu'ils se parlent. Parce que le temps n'est pas programmé. On n'a pas réussi à programmer le temps. Tout le monde vit dans une espèce d'isolement affectif. Chacun a ses amis sur WhatsApp. Chacun a ses amis à la télé. Chacun a ses amis ailleurs. Mais la famille elle-même, on ne la connaît pas comme un cadre dans lequel on doit être des bons amis, on doit être des frères et des sœurs. Et c'est vraiment cet isolement-là qui parfois se développe, et un jour explose vers une grande crise de famille. Les objectifs, on va voir que dans ce genre de famille, d'abord, il n'y a pas d'objectif. Et même quand il y a un objectif, il n'est pas visé. Même quand il est visé, il est forcément loupé. Parce qu'il ne vise rien à rien, parce que cet objectif n'est pas pertinent à cause de la qualité de la famille. Les membres de la famille vivent sans règlement. J'ai commencé avec une série d'émissions ici sur les routines. Beaucoup de familles ne connaissent pas les routines, n'ont pas de rituels, n'ont pas de tradition. On ne sait pas ce qu'on doit faire quand on se réveille le matin. On ne sait pas ce qu'on doit faire le soir quand on se retrouve à la maison. Il n'y a pas quelque chose qu'on fait le week-end. Il n'y a pas quelque chose qu'on fait chaque mois. Il n'y a pas quelque chose qu'on fait chaque 3 mois. On appelle ça des routines. La famille doit avoir des routines, des choses qui permettent à chaque membre de comprendre qu'il est dans un contexte, il est en famille. Et donc beaucoup ne vont pas vivre ce genre de routine parce qu'il n'y en a pas. Les membres de la famille, chacun a son principe, chacun a sa façon de voir les choses, chacun a des valeurs vers lesquelles il court, les valeurs qu'il poursuit. Il y a aussi
des principes qui sont totalement faux, qui ne garantissent que l'échec, On va dire que dans cette famille-là, il faut, alors qu'on a vu que d'autres personnes ont fait il faut, ils n'ont pas réussi. On essaye quand même de faire la même chose. La famille d'origine, on va dire un petit mot dessus parce que tout à l'heure, on va prendre la pause. La famille d'origine, dans ce genre de famille, est un obstacle à l'épanouissement. C'est-à-dire que le grand-père peut arriver sans annoncer. C'est-à-dire vous étiez au village ce week-end, vous avez bavardé de tout et de rien. Et puis vous arrivez à Yaoundé, mercredi, on vous dit qu'il y a votre grand-père qui a étudié, il vous attend. Grand-père fait quoi à Yaoundé? Non, il est venu vous rendre visite. Rendre visite, ça dit que la famille, finalement, devient comme un passoire où chacun vient quand il veut, il sort comme il veut, il rentre comme il veut, à cause de la dépendance excessive que nous avons développée vis-à-vis de nos familles d'origine. Il est bien, quand je parle de la mauvaise famille, quand même, qu'on s'arrête un peu pour donner quelques petits conseils aux gens par rapport à leur famille d'origine. Chacun sort d'une famille. Dieu a utilisé votre famille d'origine pour vous bâtir. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui parce que Dieu a béni la famille dans laquelle vous êtes sortis. Loin de moi l'idée de créer des crises entre les enfants et leur famille d'origine. Loin de moi. Je ne pense pas cela, je ne crois pas cela, je ne le mets même pas en pratique dans ma propre vie de cette façon-là. Seulement, chaque parent a besoin de voir grandir son enfant. Chaque parent a besoin de voir son enfant devenir adulte. Ça, c'est ce que le parent doit faire. Mais l'enfant a besoin de démontrer par sa façon de faire, par sa façon d'être, par sa façon de dire qu'il est devenu adulte et qu'il peut se prendre en main seul. Beaucoup de jeunes pensent que quand ils se sont mariés, tout problème de couple doit être exposé à la famille d'origine. Ce n'est pas vrai. Il y a des choses que vous n'allez gérer qu'en vous deux. Il y a des choses qui ne seront faciles à gérer que parce que c'est resté entre vous deux. Et je vous rappelle que dans un couple, on peut se battre, on peut faire toutes sortes de choses, mais ne pas sortir ce qui concerne vous deux. Quand c'est vous deux, c'est vous deux. Les parents n'ont pas besoin d'entrer dans l'intimité d'un couple. La Bible dit que le lit conjugal doit être honoré de tous. De tous. De tous, exemple de toute souillure. Donc, pas question que quelqu'un vienne s'immiscer dans ce qui est privé dans un couple. Donc, si un jeune couple, si un couple comprend cela, il saura donc quelles informations il peut transporter vers la famille d'origine. Il saura quelles informations il faut garder entre monsieur et madame. N'oubliez pas, il y a toujours des facilitateurs qui peuvent vous permettre de résoudre votre problème de couple. Pas la peine d'appeler papa pour pleurer au téléphone. Pas la peine d'appeler maman pour pleurer au téléphone. Ça ne vous aide pas. Ça détruit votre unité conjugale. Pour qu'une famille se bâtisse, elle a besoin parfois de se battre même d'abord. Parfois, en se battant, on réussit à trouver les bons repères. Donc, avoir peur et commencer à appeler son père, appeler sa mère, appeler son oncle, ça, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit même que l'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est-à-dire quitter tous les anciens repères pour créer un nouveau repère, pour créer un nouvel univers dans lequel vos enfants vont venir s'épanouir et un jour aussi partir créer le leur. Le mauvais caractère aussi, dans les familles, de mauvaises familles, va mener à trop d'accusations. On s'accuse beaucoup, il y a des représailles, il y a la séparation, les frères et sœurs ne se parlent pas, ils sont toujours en train de se taper dessus. Il y a toutes ces choses-là qui vont empêcher le couple de pouvoir développer des principes, des valeurs pour le couple. Je vais dire quand même quelques deux dernières choses avant qu'on passe à la pause musicale sur les couples qui ne sont pas bons, les mauvais couples, les mauvaises familles. La dernière chose que je vais dire, c'est que quand une famille est mauvaise, elle ne garantit pas le cadre qu'il faut pour que les enfants se développent sereinement. C'est-à-dire que les enfants se développent mal. Parfois, ils se développent dans une forme de débrouillardise totale. Ils héritent des mauvais modèles. Or, un enfant a besoin d'un bon cadre, d'un bon modèle pour pouvoir se développer. Mais il va se développer avec des mauvais modèles, dans un mauvais cadre qui ne lui garantit que l'échec, qui ne lui garantit que des mauvaises choses. Je vais proposer à la régie de nous donner une ponctuation pour que je commence à égrener aussi, pendant qu'on a parlé des mauvaises familles,
qu'est-ce qu'on trouve dans les bonnes familles. Donc nous prenons une ponctuation musicale. Après la ponctuation, s'il y a des messages qui arrivent, des préoccupations, des contributions, je vais pouvoir les lire pour que tout le monde puisse en profiter. Alors maintenant qu'on a parlé des familles mauvaises, on a essayé d'égrener les caractéristiques des mauvaises familles. Je crois que chacun qui nous suit en ce moment, s'il peut savoir si sa famille est une bonne famille ou une mauvaise famille, ou du moins, chacun qui nous a suivis pendant la première partie de l'émission peut savoir si il vit dans une famille qui est mauvaise. Si sa famille est vraiment une mauvaise famille, il a la possibilité, dès maintenant, de suivre la suite de l'émission où je vais parler des familles qui sont plutôt bonnes, les bonnes familles. Alors, il y a ce premier message qui arrive, je ne sais pas si... la personne dit merci pour vos infos, merci. Je pense que la base pour une bonne famille est spirituelle parce que tout se passe dans le spirituel pour incarner dans la réalité. Merci Dieu donné. Tout est conçu dans le monde spirituel pour se réaliser simplement dans le monde physique. Merci pour l'intervention. Je vais essayer de dire quelques petites choses sur les bonnes familles. Alors, c'est quoi une bonne famille? Dans une bonne famille, il y a quelque chose de particulier. La première chose qui est particulière, c'est qu'une bonne famille a forcément une mission. C'est-à-dire, ils savent là où ils vont. Tous les enfants, tout le monde à la maison, c'est là où on va. Parce que c'est partagé. À l'époque, vous aviez des familles de boulangers. Tout le monde savait que je dois travailler pour développer la boulangerie. Je dois travailler pour que on ait une boulangerie à Messa, on ait une boulangerie à Bonadibon, on ait une boulangerie à Tamja, on ait une boulangerie à. Et même celui qui faisait la comptabilité était dans l'esprit du développement de cette boulangerie parce qu'il y avait une vision commune. Il y avait quelque chose que tout le monde partageait. Et c'est ça le début d'une bonne famille, avoir une vision commune. Et quand on a une vision commune, c'est cette mission-là qui devient la finalité de la famille. C'est cette chose-là qui intéresse tout le monde. Tout le monde ne réfléchit qu'en termes de qu'est-ce qui nous unit et où est-ce que nous allons. Et à ce moment-là, contrairement aux autres familles où l'argent était maître, là-bas, l'argent devient ce qu'on appelle les frais de mission. Parce qu'on est en mission et l'argent ne vient que comme frais pour nous aider à réaliser notre mission. L'argent devient un serviteur. L'argent devient un simple matériel qu'on va utiliser pour pouvoir réaliser la mission. Et dans ce genre de famille, c'est pas ce que les gens disent, croient ou voient qui compte, mais c'est plutôt ce qui est à l'intérieur qui compte. C'est pour ça que les gens vont travailler leur propre caractère pour pouvoir bien fonctionner ensemble. Les gens vont bien travailler d'abord l'idée du résultat. On va où? Ça va nous coûter combien? En termes de déploiement, de renoncement, ça va nous coûter quoi? Parce qu'on est dans la mission, on a une vision vers laquelle on veut arriver. Ce genre de famille développe des principes et des valeurs, mais développe surtout des valeurs qu'on va dire très, très élevées, pas des petites valeurs du quartier. Ils ont des grandes valeurs. Je prends ce message. Excusez-moi, je prends ce message. Nous, les messages sont prioritaires, donc quand quelqu'un envoie un message, je suis obligé de le lire. Bonsoir, Père, dit le message. Je pense qu'une mauvaise famille ne naît que de l'échec des parents face à leurs responsabilités. Aaron de Mendon. Merci, Aaron. C'est ta proposition. La famille est mauvaise parce qu'elle est née aussi des parents irresponsables. Ça veut dire que vous qui êtes parents aujourd'hui, d'après Aaron que je partage, vous serez responsable du fait que vos enfants échouent. Et que l'échec de vos enfants, je l'ai dit à l'avant-dernière émission, n'est que la partie visible de votre propre échec. Parce que vos enfants font partie des résultats que vous devez atteindre. J'expliquais donc que dans ce genre de famille, les principes et les valeurs doivent être élevés et c'est eux qui garantissent que les gens s'en sortent. Si tu ne vises pas haut, tu ne vas pas atteindre même le milieu. Parce que si toi tu vises seulement en bas avec des petits principes, des petites ambitions, tu ne pourras pas aller loin. Dans ce genre de famille, on a des principes très hauts. Un des principes peut être par exemple que l'amour entre frères est inconditionnel. C'est-à-dire que quel que soit ce que le frère fait à un membre de la famille, à quelqu'un à l'extérieur de la famille, même en scandale, le frère reste le frère. Ça, c'est une valeur élevée de fraternité. Le frère reste le frère. L'amour est inconditionnel. On peut aussi développer dans ce genre de famille des valeurs comme l'honnêteté. L'honnêteté, c'est-à-dire qu'on ne triche pas entre nous.
On est transparent entre frères et sœurs. Quand quelqu'un est faible, les autres le soutiennent. Quand quelqu'un est à plaindre, les autres le consolent. On ne l'accuse pas parce qu'il a l'honnêteté, parce qu'il n'a pas peur de dire ce qu'il est, il n'a pas peur de ce qu'il dit, ce qu'il vit, parce qu'il est responsable de ce qu'il est. Et il accepte de partager avec les autres pour recevoir de l'aide. Là, nous parlons des bonnes familles, de ce qu'on appelle une bonne famille. Dans les bonnes familles, l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier. Ce n'est pas ce que je veux devenir qui est important, mais c'est ce que nous voulons que notre famille produise qui est le plus important. Dans ce genre de famille, le fondement de la famille, c'est une vision positive de l'avenir. Et une vision positive de l'avenir ne peut être obtenue que par des valeurs et des croyances qui sont positives. Et quand je parle des croyances qui sont positives, des valeurs qui sont positives, même des certitudes, on peut imaginer là où ça peut sortir. Seule la parole de Dieu dispose des principes positifs. Seule la parole de Dieu ne dispose que des principes positifs, pas de principes négatifs. Seule la parole de Dieu garantit la constance dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode dans la parole de Dieu. Et dans une famille qui veut réussir va se baser sur ce socle permanent qu'est la parole de Dieu pour pouvoir s'élever. Je prends ce message de... Ah, il n'a pas signé ça. Je crois que c'est François. Bonsoir à vous, moi c'est François Matip de Yaoundé quartier et Mombo. Je suis dans une mauvaise famille. Dis-moi, c'est le papa ou la maman qui sont la cause de ça. Dis-moi s'il te plaît. Je ne peux pas dire, François, tu viens de me dire que tu es dans une mauvaise famille. C'est-à-dire que les choses que j'ai citées t'ont donné de tirer la conclusion que la famille n'est pas bonne. Mais maintenant, je ne peux pas, puisque tu ne me racontes pas l'histoire, te dire si c'est à cause de ton père ou si c'est à cause de ta mère. Mais ce qui est certain, c'est que si une famille est mauvaise, tout le monde est responsable, même toi. Tu es membre de la famille et co-responsable de ce qui se passe dans la famille. Ce n'est pas le domaine dans lequel quelqu'un va quitter et dire l'autre c'est à cause de l'autre, c'est à cause de l'autre. Chacun a sa part de responsabilité. Chacun fait sa part pour que les choses aillent bien. Merci François et Mombo, pardon. Alors je parlais de cette famille qui est une bonne famille. J'étais en train de dire que cette famille base sa fondation sur la parole de Dieu. Et parce que la fondation est la parole de Dieu, il a la garantie que la fondation ne peut pas s'ébranler, qu'elle est éternelle. Et donc, ce fondement-là lui garantit le succès. La Bible dit même que personne ne peut poser une autre fondation, un autre fondement. Donc, mettre sur ce fondement te donne toutes les garanties. Et ce genre de famille, on reconnaît la place de chacun. Et chacun reconnaît sa place. La place de la famille d'origine est bien tracée. On sait qu'on doit respecter le père. On sait qu'on doit respecter le beau-père. On sait qu'on doit respecter la mère. On sait qu'on doit respecter la belle-mère. En réalité, dans ce genre de famille, le concept de beau-père et de belle-mère n'existe pratiquement pas parce que les deux ont adopté les parents comme étant leurs parents et non comme étant leurs beaux-parents. C'est pour ça que monsieur va traiter sa belle-mère comme sa propre mère, traiter son beau-père comme son propre père, sans distinction, de manière équitable. Dans une autre émission, nous allons revenir sur les rapports avec la belle-famille pour expliquer aux téléspectateurs ce que signifie traiter sa belle-famille de manière équitable. Je n'ai pas dit de manière égale, mais j'ai dit équitable et c'est très, très important de le comprendre. Dans ce genre de famille, le mari connaît son rôle. Le mari est le chef absolu. Tout à l'heure, je disais que dans les mauvaises familles, le mari est le chef supérieur. Dans les bonnes familles, le mari est un chef absolu, mais un chef qui est au service des autres. Un chef qui est là pour que les gens s'épanouissent. On appelle cela un chef serviteur. C'est un chef qui est au service. C'est un chef qui essaye au maximum d'être un bon modèle. Dans beaucoup de familles, nous rencontrons la chefferie du père qui gronde pour ceci, qui gronde pour cela, mais on ne l'a jamais vu lui-même faire. Il va gronder parce que le sol est mal lavé, on ne l'a jamais vu laver le sol. Il va gronder parce que les plats sont mal lavés, mais on ne l'a jamais vu laver les plats. Qui va donc enseigner aux enfants comment on fait certaines choses s'ils ne voient pas ce modèle-là? Et c'est pour cela que parfois c'est très difficile. Les enfants imitent les parents. Et parfois, ce que l'enfant fait est le reflet caché de ce que le parent est. Donc pendant que tu le grondes, rappelle-toi qu'il t'imite.
Rappelle-toi que tout ce qu'il fait là, c'est toi qui le imites. Je prends ce message aussi. Gonetti à Simbok, moi je trouve que le succès de la famille passe par la crainte de Dieu. Je suis d'accord avec toi. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement même de la sagesse. Quelqu'un qui veut être sage a intérêt d'abord de commencer par craindre Dieu. Quelqu'un dit ici, prendre un nouveau départ si l'on a hérité d'une mauvaise famille pour que les choses bougent. Dieudonné de Bobogo dit que si tu es né d'une mauvaise famille, tu n'es pas condamné à être une mauvaise famille. Tu n'es pas condamné à bâtir une mauvaise famille, mais tu peux prendre un nouveau départ. Et c'est pour cela que dans nos enseignements, nous insistons sur le fait que ce que ton père a fait ou n'a pas fait a une incidence sur ta vie. Mais tu es responsable de ta propre vie et tu es capable et tu dois avoir les moyens de briser le lien qui vient de tes parents et devenir quelque chose de positif, de devenir quelque chose de positif et développer quelque chose d'autre de positif. On dira par exemple que nous ne sommes pas un virage, mais nous sommes un point de rupture. Ce qui a toujours été fait de mauvais avant moi s'arrête chez moi. Et à partir de mon niveau, commence ce qui est bon. Merci, Dieudonné de Mambo. Je prends un autre message qui dit « Je trouve que le succès de la famille passe par la crainte de Dieu. » Oui, Goretti, j'ai déjà lu ce message. Comment ça fait pour revenir? Peut-être que tu ne savais pas que je l'ai lu, mais c'est bien ça. Je l'ai dit tout à l'heure que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Je disais que le père est un leader serviteur dans ce genre de famille. Le père est là pour servir les autres. Il travaille pour que les autres puissent s'épanouir. La mère, contrairement à la mère dans la mauvaise famille, qui, elle, est une passoire, est pratiquement inexistante, la mère dans la famille bonne, dans la bonne famille, la mère est une épouse soumise. Attention, non seulement elle est soumise, mais elle est influente. Donc, elle ne laisse pas passer les choses n'importe comment. Elle sait qu'elle n'a pas la position de chef, mais elle sait qu'elle va influencer son mari. L'influencer pour l'amener à poser des bons actes. C'est très important au moment où on parle d'influencer, de dire que influencer est différent de manipuler. L'épouse dans une bonne famille ne manipule pas son mari, mais elle l'influence. Manipuler, c'est l'amener à faire des choses pour son propre intérêt, alors qu'influencer, c'est l'amener à faire des choses pour l'intérêt de tout le monde, pour ce qui est positif. Prenons encore ce message qui arrive. Nous allons interrompre chaque fois parce que le message est prioritaire à partir de la deuxième partie de l'émission. Pouvez-vous nous expliquer ce qui est la crainte de Dieu? Abel de Titi Garage. Abel, la question que tu me poses, je préfère qu'on la mette pour une autre émission. Mais la crainte de Dieu, c'est d'abord accepter ses commandements. La crainte de Dieu, c'est d'abord accepter même que Dieu est Dieu. C'est-à-dire qu'il est le créateur, il est celui qui dispose de tout, qui est le propriétaire de tout, qui est le tout-puissant. C'est d'abord l'admettre. C'est aussi ne pas faire ce que Dieu interdit de faire ou ne pas faire ce que Dieu n'autorise pas de faire. Donc, c'est un thème très long. La crainte de l'Éternel, c'est l'obéissance, c'est reconnaître qu'il est Dieu, reconnaître qu'il y a un Dieu qui est lui, et reconnaître qu'il a des principes, il a des valeurs que je suis tenu de respecter. Ce n'est pas vraiment le thème de l'émission, c'est pour ça que je ne vais pas me traîner dessus. Mais hors antenne, toi et moi, on peut revenir, si c'est son vœu, sur ce que veut dire crainte de l'Éternel, crainte de Dieu. Alors, je disais que l'épouse dans une famille, dans une bonne famille, est quelqu'un qui est soumise. Mais non seulement elle est soumise, elle est influente. Elle est une aide à son mari, et cette aide qu'elle est pour son mari l'amène à l'influencer. Parce que quand elle se rend compte que le mari se trompe sur tel dossier ou sur tel autre, comme elle n'a pas la position pour dire on stop, elle va l'amener à comprendre par l'influence que papa, mon mari, tu es en train de te tromper. Et c'est pour cela qu'elle est obligée d'être elle-même un bon modèle. Parce qu'elle va aussi impacter les enfants. Elle va aussi impacter ses filles. Elle va impacter ses garçons. Elle est obligée d'être un bon modèle. Et parce qu'elle est un bon modèle, son mari peut l'écouter. Je vais dire aux femmes qui nous écoutent en ce moment de prendre, quand l'émission sera terminée, leur Bible et lire un peu Proverbe 31 pour voir comment une femme peut avoir un impact dans sa vie de couple en faisant simplement ce qu'elle a fait et elle réussit à
gagner même le cœur de son mari, en amenant son mari à être grand. La Bible dit que son mari a écouté aux portes, c'est-à-dire que son mari est considéré, son mari est quelqu'un de grand à cause de ce qu'elle fait. Donc, la femme dans une famille qui est bonne influence son mari, elle est soumise à son mari, elle sait que c'est lui le chef et qu'il est son chef. Les enfants sont préparés pour être des futurs bâtisseurs. Les enfants sont formés pour ne pas être des bandits, mais pour être des apporteurs de solutions. Les enfants sont formés dans la mentalité d'être des futurs leaders. Les enfants sont formés pour résoudre des problèmes. On leur martèle ça, on leur apprend ça, on leur montre qu'ils ne sont pas nés pour être des figurants, on leur montre qu'ils sont là pour se développer, ils sont là pour devenir des grandes personnes. Les rôles et les responsabilités sont acceptés par chacun, assumés par chacun. Certains même prennent leurs responsabilités avant même. Certains essayent même, en plus de leurs responsabilités, d'apporter de l'aide aux autres qui n'arrivent pas ou qui ne s'en sortent pas. Il y a un travail qui est fait là-dessus pour que les choses aillent plutôt bien. Nous avons dit que dans ce genre de famille, l'amour est inconditionnel. On ne facture pas l'amour. On ne fait pas payer l'autre le prix de l'amour qu'on lui porte. L'amour là est gratuit. L'amour là est simplement lié au fait que c'est notre frère et que nous sommes dans la même famille. Le développement des sentiments supérieurs s'implante dans ce genre de famille. Dans ce genre de famille, on pense aux grandes choses. On pense à des grands projets. Et à cause des grands projets qu'on a, on ne peut pas s'arrêter pour s'engueuler, pour se disputer, parce qu'on pense à faire des grandes choses. Et un des sentiments supérieurs qu'une famille de ce genre doit développer s'appelle la compassion. La compassion, c'est cette capacité de se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre, de vivre ce que l'autre vit. Et c'est pour cela que dans ce genre de famille, on va facilement soutenir le faible. J'ai dit soutenir le faible, pas accuser le faible, pas condamner le faible, mais le soutenir parce que chacun se met à sa place et chacun comprend qu'il a besoin d'apporter au faible sa contribution pour pouvoir l'élever. Le développement des sentiments supérieurs dans ce genre de famille, on apprend à se maîtriser. On apprend à savoir que j'ai besoin d'avoir des bonnes intentions, j'ai besoin d'avoir un bon caractère, j'ai besoin d'être en paix avec mon frère, avec ma sœur, j'ai besoin d'être dans la joie avec mon frère et ma sœur. Je me sens attendu comme j'attends les autres quand je rentre à la maison. Je sais que quand je rentre à la maison, c'est la joie qui m'attend. C'est le plaisir qui m'attend parce que j'ai développé cela et je suis content de voir mon frère parce que je suis transparent avec lui. Ce qu'il y a dans mon cœur, il le sait. Ce qu'il y a dans son cœur, je le sais. Et nous pouvons être tranquilles. C'est pour cela que dans ce genre de famille, la maison devient un vrai centre de formation. Quand tu te trompes, on te guide. Quand tu te trompes, on te dirige. Quand tu te trompes, on t'aide. Parce que sa famille est un véritable centre de formation. On va voir un peu. Je ne sais pas si on peut me proposer une deuxième ponctuation. Je voudrais parler des résultats qu'on atteint dans les bonnes familles. Est-ce que la régie peut nous proposer une ponctuation? Est-ce que la régie est disposée à nous proposer une ponctuation? La régie va nous proposer, si c'est possible, une ponctuation. Je regarde s'il y a quelques messages. Bon, comme il n'y a pas de message, je vais quand même continuer avec les résultats attendus, les résultats reçus. Le premier résultat, c'est que dans les bonnes familles, le cœur de chacun est là pour bénir les autres. Chacun se sent responsable des autres. Chacun sent que la priorité pour lui, c'est que les autres soient bénis. Chacun sent que le travail qu'il fait doit bénir tous les autres. Chacun sent qu'il est indispensable dans la vie de l'autre et travaille pour que cela soit perçu, pour que cela se manifeste dans la vie de l'autre. Il travaille pour être vraiment un acteur dans la vie de l'autre. Il va apprendre en famille à bâtir sa propre famille. Dans ce genre de famille, il n'y a pas de débat quand quelqu'un vient dire « je veux me marier ». Parce que tout le monde sait qu'il a la formation. Personne ne guette pour voir si sa femme est jolie, bien élevée ou pas. Personne ne guette pour voir si son futur mari est sérieux ou pas. Parce qu'on sait qu'il a été formé. Il a eu le temps d'acquérir tout ce dont il a besoin pour pouvoir s'en sortir seul. Dans ce genre de famille, le temps est bien programmé. Et ça, on peut en parler ensemble. Il n'est pas exclu, il n'est pas anormal que dans une famille, parmi celles qui nous regardent dans ce moment-ci,
on puisse dire le jeudi, c'est le jour de la famille. C'est-à-dire que personne ne prend un programme qui l'empêche d'être en famille jeudi. Il y a des programmes qui s'imposent à nous, comme aller au travail, aller à l'école, on peut comprendre, cela s'impose à nous. Mais les autres programmes, on peut dire le jeudi, ils sont exclus. Parce que le jeudi, chacun dès qu'il sort du travail, c'est que c'est le jour de la famille. C'est le jour où nous sommes ensemble. C'est le jour où nous travaillons ensemble. C'est le jour où nous regardons les choses ensemble. C'est le jour où nous jouons ensemble. C'est le jour où nous rions ensemble, en famille. On peut donc instaurer cela. Et ça montre que vous gérez bien votre temps. D'autres préfèrent prendre un jour du week-end. Le jour du week-end est difficile parce qu'il y a beaucoup d'interférences qui interviennent le week-end. Mais quand vous dites un jeudi, que jeudi, tout le monde doit être à la maison à partir de 17h. Et qu'à partir de 17h, chacun sait quel est le rôle qu'il a à jouer dans la soirée que nous allons mener en famille. Pour ceux qui sont seuls avec leur conjoint, c'est encore plus facile de dire que, oh, ok, je rentre tôt, je passerai un moment romantique avec ma femme, rien qu'avec ma femme, puisque nous ne sommes que deux. Dans une famille où il y a un enfant, il faut trouver un moyen de les mettre ailleurs et pouvoir être à deux ou alors être ensemble parce que nous parlons en ce moment de famille. Donc, on va gérer le temps, programmer des moments qu'on va appeler des moments de qualité. Le père va avoir des moments précis avec chaque enfant, avec tous les enfants, mais avec chaque enfant. Un moment où il discute avec l'enfant de ses préoccupations, un moment où il discute avec l'enfant de ses besoins, un moment où il discute avec l'enfant de ses doutes. Beaucoup de parents n'en savent rien. Parce que pour beaucoup de parents, dès que tu as payé la pension à l'école, dès que tu as donné, acheté les livres, donné à manger, c'est fini. Non, l'enfant est plus que ça. L'enfant a des besoins, l'enfant a des inquiétudes, l'enfant a des doutes, l'enfant a même des plans dans sa tête. Tant que tu ne prends pas du temps pour discuter avec chacun de tes enfants, j'ai bien dit chacun, tous c'est bon, mais en plus de tous, discuter avec chacun. Chacun à son tour, parce que chacun a sa réalité. Chacun est une réalité que je ne dois pas édulcorer, que je ne dois pas négliger. Donc mettre ce temps pour la famille, c'est un temps qui doit aider à élever nos enfants. C'est un temps qui doit aider à discuter avec ma femme ou mon mari, pour les femmes qui nous regardent. C'est un temps urgent, c'est un temps important. Alors, dans ce genre de famille, les gens partagent de plus en plus les mêmes principes, de plus en plus. Au départ, c'est le père et la mère qui mettent les principes en marche. Les enfants entrent dans ces principes et adoptent les principes et commencent à les partager de plus en plus. La vie devient de plus en plus identique pour chacun des membres de la famille. Il y a un SMS que je viens de recevoir. Vraiment, vous écrivez la SMS dans un langage assez difficile à lire. W8, ça veut dire quoi? Oui, merci, peut-être, je ne sais pas. Oui, merci. Là, c'est même ça. Mais moi, je crois à Dieu, mais... Je n'arrive pas à lire. C'est un langage très codé. C'est-à-dire que c'est W8, MR6, LA, C7, MM. C'est difficile à lire. Moi, merci. Là, c'est mon cas. Mais moi, je crois à Dieu. Mais quand je parle, papa se fiche, c'est... Oh, je ne sais pas. Je suis désolé, mais je voulais bien lire, mais c'est un peu difficile pour moi. Pouvons-nous... Abel de Six Garage, appelle-moi hors antenne, on en parle. Je ne vais pas lire à l'antenne ce que tu as posé comme problème, parce que je veux le traiter en hors antenne avec toi. Donc, je l'ai lu. Donc, parlons donc, pour terminer l'émission, parce qu'il nous reste juste quelques minutes, selon ce que la région nous déclare. On disait que les membres de la famille partagent de plus en plus les mêmes principes. Au début, c'est difficile, on doit imposer aux enfants, ensuite composer avec eux, mais ils finissent par adopter ces principes, à être d'accord avec les principes, à adopter ces principes et vivre même ces principes-là. Les membres de sa famille s'acheminent donc vers cette destinée qui est commune. Ils évoluent pour aller ensemble vers un voie, vers un modèle. Et c'est comme ça que cette famille devient aussi un modèle de famille. Parce que n'oublions pas, votre famille est un modèle de famille. Que vous le vouliez ou pas, vous impactez d'autres gens. Donc faisons très attention. Dernier message, parce que l'émission est terminée. Bonsoir, j'ai un époux qui m'écoute, qui n'écoute que ce que sa famille lui dit. Cette famille-là ne veut pas du bien à leur fils. Mélanie de Mélène,
on peut en discuter tranquillement et l'aider à se détacher de sa famille. C'est le dernier message. Dieudonné de Bobogo, je ne pourrais pas lire ton message parce que c'est la fin de l'émission. Merci d'avoir été des nôtres ce soir pour cette émission sur bonne famille ou mauvaise famille. La semaine prochaine, nous reviendrons avec un autre sujet. C'est un plaisir de savoir que vous vous accordez du temps à notre émission. Envoyez-nous des messages, même hors des émissions, pour nous encourager. Merci et que Dieu bénisse chacun, que Dieu bénisse toute la cité.